Bonjour à tous, bienvenue dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis chaque semaine sur la chaîne YouTube d'Eurosport et sur HBO Max. Wimbledon, c'est terminé, on va faire le bilan du tournoi, on perpétue la tradition, le blanc évidemment pour faire le bilan de cette édition remportée par Jannik Sinner chez les messieurs et par Linda Noskova chez les dames. Pour en parler avec nous, ils ne sont pas en blanc, ils n'auraient pas l'autorisation d'ailleurs de rentrer sur le center Wimbledon, court. c'est terminé, vous avez Laurent dit, Vergne et Bertrand Millard, bonjour messieurs. Salut Olivier. Salut Olivier. Les Ormes, c'est un hommage à Jannik Sinner, vainqueur de Wimbledon. C'est un groupe italien des années 70, rock progressif, que je conseille à tous. Très bien. Et System of a Doom, hommage C'est un hommage à personne. à vous-même. Au concert où j'étais il y a quelques jours. Est-ce que vous avez passé une bonne quinzaine? Est-ce que c'était une belle édition? Tiens. C'est toujours une belle édition. Wimbledon, c'est toujours une belle édition. Il se passe toujours des trucs. On a le droit d'être un peu déçu parfois. Non, il se passe toujours. Non, on n'a pas le droit d'être déçu par Wimbledon. Il se passe toujours des choses. Fin du débat, bien sûr. Il se passe toujours des choses. C'est magnifique. Le cadre est splendide. La tradition est respectée. Mais ça fait pas forcément une grande édition. Mais si, quand il y a Mourova en finale, excusez-moi, c'est une grande édition. Évidemment, elle a perdu, donc c'est un peu moins grand, mais c'est quand même une grande édition. Et puis, on a eu... non, il s'est passé de bonnes choses. Il manquait quand même un petit Alcaraz pour que ce soit on en parfait. parlera justement dans l'émission de l'absence de Carlos Alcaraz. Belle édition, Laurent, pour vous? Il y a eu un match immense, un des plus beaux matchs de l'année, Djokovic Aliassime, un très très grand match. Et pour moi, il y a eu une très belle finale hier. Donc, moi, un tournoi qui se termine avec une très très bonne finale. Que nous avons commenté ensemble pour la version belge d'Eurosport. Oui, et on n'est pas forcément d'accord avec vous d'ailleurs. Mais avant on est partiellement d'accord. Voilà. Avant de parler de cette finale, parlons du grand vainqueur, du grand bonhomme. C'est Jannik Sinner, vainqueur donc en 4-7 d'un valeureux Zverev. C'est vrai que ça a été un match difficile pour l'Italien, qui est donc allé chercher son premier titre en Grand Chelem depuis un an, le 5e dans sa carrière. Ça y est, le patron est de retour. Il est à nouveau vainqueur en Grand Chelem. Mine de rien, ça fait un an que ça lui était pas arrivé. Donc, il jouait quand même assez gros, parce que s'il gagnait pas ce Wimbledon, pour la première fois depuis que Sinner est devenu vraiment Sinner, il n'aurait plus détenu un seul tournoi du Grand Chelem, un seul titre. Donc, je pense qu'il jouait quelque chose d'important pour lui à ce stade de sa carrière, surtout en l'absence d'Alcaraz. Mais il y a 2 semaines, quand on avait fait l'émission avec Anne et Romain Bouchneau, il venait juste de jouer son premier tour. Un premier tour qu'il avait gagné en 5-7 contre Kecmanovic. Ça avait été compliqué, il y avait pas mal de doutes. Et on avait dit qu'en termes de niveau de tennis, c'était pas encore le niveau d'un vainqueur de Wimbledon. Mais je me souviens avoir dit oui, mais il a claqué 30 aces. Il a gagné, je crois, 88% des points derrière sa première. Et s'il sert comme ça pendant toute la quinzaine, à mon avis, il n'y aura pas grand monde pour le battre. Et il a fait un tournoi vraiment exceptionnel au niveau du service. Moi, pour moi, c'est devenu presque le meilleur serveur du monde. Et comme c'est aussi le meilleur relanceur, il est devenu le joueur parfait pour gagner à Wimbledon. Et c'est pour ça qu'il a gagné 2 fois de suite. Donc, on a retrouvé Sinner, mais le vrai Sinner, c'est celui-là. C'est pas celui de Roland Garros. Donc, il y a eu un accident à Melbourne, pour moi, où il avait perdu un match qu'il devait gagner contre Djokovic. Il n'avait pas été dominé, il avait été battu. Et à Roland Garros, on sait ce qui s'est passé. Enfin, on sait pas, puisque lui dit que même lui ne comprend pas, mais en tout cas, il n'a pas perdu tennistiquement, quoi. Donc, d'ailleurs, tennistiquement, il perd très, très, très peu de matchs, parce qu'il a perdu 4 fois depuis l'US Open l'année dernière. Un abandon à Shanghai contre Grigspor, je crois. Ouais. Ce match improbable à Roland, où il n'abandonne pas, mais où il n'est plus là après avoir mené 2-7, 0-5-1. La demi de Melbourne contre Novak Djokovic. Et puis le match contre Mancic à Doha ou Dubaï. Oui, c'est à Doha. Voilà. Donc on a retrouvé le Sinner des Masters 1000, celui qui roule sur tout le monde. C'est le meilleur joueur du monde. Je pense que Roland Garros, c'est quelque chose à part. C'est par rapport au fait que la chaleur lui a fait perdre ce match. Après, Johanna Konta a dit quelque chose d'intéressant, consultante pour Eurosport. Le fait qu'il y ait eu cette défaite à Roland Garros due à la chaleur, certains joueurs ont pu se dire « Ah, mais en fait, il y a des failles. Il y a au moins une faille qui est la faille de la météo. » Et donc, de se dire peut-être que si je le joue quand il fait très chaud, j'ai une chance, etc. C'est pas tellement tennistique, c'est plus par rapport à certains faits qui peuvent avoir lieu, notamment au niveau de la météo. Et là, il a fait chaud, il a fait beau et chaud pendant tout ce Wimbledon. Et il a répondu présent, il n'a pas eu de soucis particuliers. Je pense qu'il avait quand même pas mal creusé pour savoir ce qui lui était arrivé à Paris. Il était dans une clinique, etc. Il a fait les examens approfondis, donc ils ont dû voir un petit peu ce qui se passait. Il a dû aussi travailler là-dessus. Il travaillait déjà là-dessus, d'ailleurs, avant Paris, puisqu'il était arrivé tôt à Indian Wells pour s'acclimater à la chaleur. Et ce qui est arrivé à Paris, finalement, c'est un accident qui
a dû le surprendre parce qu'énormément, il avait travaillé là-dessus pour que ça n'arrive pas. Là, ça n'est pas arrivé à Wimbledon et donc, logiquement, il a retrouvé sa domination. Il est quand même largement au-dessus de tout le monde. On a vu même un très bon Djokovic, comme on l'a vu sur ce tournoi, bon, un peu émoussé par ce fameux match contre Roger Aliassime, mais il n'a rien pu faire. Et très rapidement, il a compris qu'il ne pouvait rien faire contre ce Sinner-là. C'était son meilleur match. C'était son meilleur match. Donc oui, je pense qu'il avait mis un niveau de concentration au-dessus. Parce il a cette capacité-là aussi. Bien sûr, parce qu'il avait joué personne avant, sans être... voilà, avec tout le respect qu'on a pour ses adversaires d'avant, mais il jouait personne. Bon. J'adore Mochizuki, mais voilà, il peut pas battre Sinner. Je trouve pareil. Et j'aime bien, je trouve, comme être humain, le tennisman, je le respecte beaucoup, mais voilà. Donc il avait joué personne et il a réussi, évidemment, comme tous les champions, à élever son niveau de plusieurs crans pour gagner en 3-7 contre Djokovic. Donc on a retrouvé le patron et on a hâte que ce patron retrouve celui qui était son rival, Alcaraz. Et surtout, moi, j'ai une crainte. J'ai une crainte parce que cette blessure au poignet, elle peut être très embêtante. J'espère vraiment qu'Alcaraz pourra retrouver son meilleur niveau. On en parlera un petit peu plus tard de juste une statistique, parce que je parlais du service tout à l'heure. Au cumul de sa demi contre Djoko et de la finale contre Zverev, il a concédé 2 balles de break, Sinner. C'est hallucinant. Il a sauvé les deux, mais concédé 2 balles de break. Face à 2 très bons relanceurs. Oui, Djokovic, évidemment, mais Zverev aussi, c'est un très bon relanceur. Pour moi, c'est la stat du tournoi. Et là, vraiment, alors qu'il avait été breaké quand même contre Mochizuki, contre Borges aussi, je crois, contre Kecmanovic. Contre Struff, il a été breaké. Ouais, mais c'est le seul break qu'il concède dans la deuxième semaine sur ses 4 derniers matchs. C'est un break contre Struff. Mais après, non seulement il n'y a plus de break, mais il n'y a même quasiment pas eu d'opportunité de break contre lui pour Djokovic et Zverev. Et ça, vraiment, c'est très, très fort. Numéro 1 mondial, incontestable, incontesté, mais qui en a bavé donc hier dans cette finale face à Alexander Zverev. Et c'est vrai que quand on lit les analyses de diverses personnes sur les réseaux sociaux, les ressentis des gens, comme le mien par exemple, où moi je trouvais que ça ronronnait, je me suis parfois ennuyé dans cette finale qui a démarré, on le rappelle, par 2 tie-breaks. Ce qui est très rare, il fallait remonter, je l'ai lu sur Eurosport.fr, aux années Sampras pour voir une finale qui démarre comme ça par 2 tie-breaks. Le premier tie-break en plus est remporté par Zverev, bravo à l'Allemand qui a poussé dans les cordes à ce moment-là Yannick Sinner. Le premier set est plutôt un bon match. Et j'ai trouvé derrière ensuite que ça devenait un peu lénifiant, qu'on s'ennuyait jusqu'au milieu du 3e et le dénouement du 4e set. C'était un tennis, disons, très particulier. Pour vous, c'était une grande finale ? Pour moi, j'ai adoré cette finale, vraiment. D'abord, on est à Wimbledon. Alors, on s'est assez plaint depuis 20, 30 ans que ça jouait partout pareil, que terre battue, gazon, dur, indoor, extérieur, il n'y a plus de différence. Si, il y a une différence. Le jeu sur gazon, pardon, mais ce n'est pas des échanges de 45 coups tous les jeux. Non, c'est pas ça. Donc, c'est d'abord un jeu de surface rapide et qui met en valeur le service. Moi, j'ai grandi à une époque, même si je ne suis pas le plus vieux ici. Quoi c'est Olivier, oui, c'est vrai. où Wimbledon, c'était vraiment la surface rapide par excellence. Et moi, j'ai connu Boris Becker dans les années 80, puis Pete Sampras dans les années 90. Et je vais même pas dire prendre le service de ces gars-là, mais avoir une occasion de prendre le service de ces gars-là à Wimbledon, c'était déjà un événement. Et ce qui est rare est précieux. Et hier, on a retrouvé ça. C'est-à-dire qu'on sentait que ça allait être très, très, très compliqué d'avoir une opportunité de break. Et moi, j'aime ce duel de serveurs pour ce qu'il implique. C'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment donné, forcément, on ne va pas avoir 5-7 sans break et sans balle de break. Ça n'existe pas. C'est posé la question quand même. Non, mais ça, c'est... Isner-Anderson, c'est ton match préféré dans l'histoire de... Non, parce que Isner-Anderson, justement, c'est la caricature de ça, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Et pardon, mais Sinner et Zverev, ils avaient autre chose à nous offrir et ils nous ont offert autre chose. Tu parlais du premier set, le tie-break du premier set, c'est un tie-break extraordinaire, je pèse le mot, c'est du très 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 grand tennis des deux côtés. Alors après, un match, évidemment, ça ne peut pas jouer à ce niveau-là pendant 4-7, mais ce qu'on a retrouvé, par exemple, au moment, le point de bascule du 3e set, où tu n'as pas eu une balle de break depuis, tu n'as eu qu'une balle de break dans le match jusque-là. Et à ce moment-là, Zverev obtient son unique balle de break du match, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il se retrouve à ce moment-là, il se fait mal au genou. Il sait, lui, à la relance, et Sinner sait au service que ce point, il est mais 1000 fois plus important qu'une balle de break dans un autre match où ça peut breaker tous les 3 jeux. Presque tout se joue à ce moment-là. Et la tension que ça génère, même dans le public le ressent. Et nous, devant notre écran, moi j'ai adoré ça. Et oui, on attend pendant 2 sets, 2 sets et demi ce moment-là. Mais on sait qu'il va venir. Et quand il arrive, je trouve que ça donne un moment de tennis extraordinaire. Et le point de bascule du 3e set,
il ne convertit pas sa balle de break. Magnifique amorti de Sinner, il se blesse en plus, en tout cas il tombe. Et le jeu d'après, comme par hasard, Sinner le break. Mais ça, à ce moment-là, pour moi, c'était un grand moment de tennis. Alors, qu'est-ce qui lui a manqué ? Peut-être un côté épique, évidemment, qu'on n'a pas eu. Il aurait fallu pour ça peut-être que des breaks, Zverev des breaks, au moment où Sinner sert pour le titre. D'ailleurs, ce jeu-là, il est fantastique. Hein, c'est le meilleur jeu du match pour moi. Donc, c'est un match en 4-7. Mais moi, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un match de Wimbledon, du vrai Wimbledon pour moi, et pas de ce qu'il est devenu, trop devenu à mes Tu es mûr pour le cricket et pour aimer le curling. C'est-à-dire le cricket. Bah toi qui aimes le curling, t'aurais dû adorer ce match. Alors. Non, mais le cricket où il y a un guichet un wicket tous les 2 heures. Oui, mais moi j'aime ce qui prend son temps, tu vois. On n'est pas le tennis, c'est ça. Alors moi j'ai adoré le premier set aussi. J'ai trouvé magnifique pour une raison déjà simple, c'est que on s'était posé la question. Moi j'avais une certitude là-dessus. On en a parlé dans la présentation du match. Je savais qu'il fallait faire table rase des matchs de cette année entre les deux, des confrontations entre les deux, des 9 défaites. Pourquoi ? Parce que Zverev, entre les deux, a gagné un grand chelem. Et que gagner un grand chelem, ça vous change forcément un homme. On l'a vu pendant tout le tournoi. C'est pas le Zverev un peu poussif qu'on pouvait avoir dans des premiers tours, souffrant, parfois un peu nerveux, etc. Non, il a survolé ces 6 premiers matchs. Franchement, il a été le patron dans ces 6 premiers matchs de A à Z, notamment en demi-finale contre la révélation Arthur Ferry. Contre Fritz aussi, ça a été une démonstration en 3-7. Donc, je pensais vraiment qu'on aurait un vrai Zverev. Et donc un Zverev capable de jouer à son meilleur. C'est ce qu'on lui demande en finale de Grand Chelem. Il ne l'avait jamais fait. Je dis bien jamais, parce que même à Roland-Garros, il n'a pas joué son meilleur, si ce n'est au premier set contre Koboli, mais après, il est retombé dans ses travers de nervosité, etc. Et il a gagné parce qu'en face, il y avait un rookie qui était encore plus nerveux que lui, mais sinon, il n'aurait probablement pas gagné. Mais le fait d'avoir gagné cette finale a tout changé chez Zverev. Et il est arrivé sur cette finale en ayant plus du tout, en étant libéré de tout ce poids gigantesque qu'il avait sur les épaules depuis 10-12 ans. Et donc, il a pu s'exprimer à fond. Et ça, on l'a vu donc évidemment dès le premier set. Énorme duel de service, exceptionnel des deux côtés. Un tie-break, comme l'a dit Laurent, qui était vraiment formidable, qui se termine sur un coup droit d'anthologie, franchement, de Zverev, un coup droit de mutant qui lui offre le set. Et jusque-là, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Le deuxième set, bon, c'est dans la même veine, donc on sent quand même que Zverev est au taquet, mais c'est qu'à partir du moment où il a perdu le deuxième tie-break, assez nettement, Sinner a été bien sûr exceptionnel, j'avais quand même l'impression que ça allait de façon plus ou moins inéluctable. Ah bah, je suis d'accord, il y avait un côté inéluctable, mais c'est pas pour autant que le match devient inintéressant. Le match n'est pas inintéressant. Il manquait de folie, moi, à mes yeux. Il manquait un petit peu de folie. Après, c'est vrai que ce milieu de troisième set est quand même intéressant. Mais à partir du moment où Sinner a breaké et qu'il gagne le troisième, on sait que le match est fini en quelque sorte. Voilà. Oui, mais c'est pas pour ça. Ce que je veux dire, c'est que Zverev a bien joué. Il a été bon jusqu'au bout. À aucun moment il l'a craqué, à aucun moment il l'a tremblé. C'est parce que Sinner a été plus fort qu'il a gagné. Mais Zverev a fait une très bonne finale. Je pense qu'il a fait sa meilleure finale. Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à la question. Est-ce que c'était une grande finale Pour moi, c'est difficile de le mettre dans la grande finale. Si on fait un jour un retour gagnant spécial, vos 3 meilleures finales de tous les grands chelems, elle ne sera pas dedans, évidemment. Ah non, mais ça, c'est sûr. Elle était c'est pas ce que je dis non plus. Hein. Et elle est, en tout cas, la meilleure finale de Zverev en grand chelem. C'est sûr. Moi, par exemple, je suis désolé, mais il y a un an, au même endroit, il y avait Sinner et Alcaraz, par lequel que vous vénérez tous. Moi, j'ai préféré 10 fois. Qui a duré, c'est 4-7. La finale, 4-7. Ouais. J'ai préféré 10 fois. D'ailleurs, Sinner avait aussi perdu le premier set. Et j'ai préféré, 10 fois, 100 fois la finale d'hier à celle de l'année dernière, qui était vraiment inintéressante, pour le coup. Tu préfères Kukushkin ou Mochizuki ? Petite question comme ça. Je suis plus Mochizuki. Non, mais vous faites référence au passé. Moi, je me souviens aussi beaucoup on pouvait se plaindre déjà à l'époque de ces serveurs qui ne se faisaient jamais breaker. Oui, mais si on n'avait que ça toute l'année. Oui, mais pourquoi ? Parce que l'extrême, c'est jamais bon, en tout cas à mes yeux. Et on avait atteint, dans les années 90 notamment, un côté un peu trop... le curseur avait été poussé trop loin, et pas que sur gazon. Et c'est vrai qu'on était arrivé à des trucs qu'on avait pu voir, comme à Bercy, où Ivanisevic se faisait siffler en finale parce qu'il enquillait les aces contre Medvedev, je crois. Andrei, pas Danil. Mais honnêtement, si on avait toute l'année, tout le temps, ce qu'on a vécu hier, par exemple, pendant les 2 premiers sets, oui, ce serait chiant, mais sauf que c'est pas le cas. Et ça fait aussi partie du tennis. Le service, je suis désolé, ça fait partie du tennis. Et encore une fois, ce qui est rare et précieux est d'avoir eu 6 balles de break
sur l'ensemble du match. Moi, à Wimbledon, je trouve que c'est ça la norme, pas d'avoir 42 breaks. Oui, mais je suis entre vous deux. Moi, je trouve ça partiellement très intéressant et par moments un peu moins. Mais là, oui, tu as raison par rapport à la spécificité gazon. Mais après, on a vu dans ce tournoi des joueurs avec des spécificités gazon, mais beaucoup plus entraînant, j'ai envie de dire. Tu vois, le Sinner Mochizuki que j'ai commenté, j'ai adoré ce match. Super. Pareil, c'est inéluctable. On sait très bien que Sinner, on va le gagner. Mais ce que fait le japonais... Parce que Mochizuki a un jeu assez rare. Il a un petit service. Ce qui est rare et précieux, voilà. Un petit service. Pour le gazon, c'est pas très bon, un petit service. Mais il retourne très bien. Il a une façon d'emmener son revers. Il a une main incroyable. Il place la balle où il veut. Ça va à 2 à l'heure, mais ça va. Je suis complètement d'accord. Il fait des volets incroyables. Il a un sens du jeu sur herbe exceptionnel. Et on s'est régalé. Et d'ailleurs, il y avait un côté un peu monotone qui parfois nous endormait un peu. Moi, on avait ce sentiment. Je pense aussi, mais ça n'engage que moi, qu'il y a une forme de biais à la base par rapport à Sinner et à Zverev. Je ne dis pas que c'est... le cas ici, et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je crois que les casseroles diverses que trimballent les deux, le contrôle de Sinner et sa suspension l'année dernière, et les affaires extrasportives de Zverev, accusé de choses très graves quand même, d'avoir harcelé, frappé ses deux ex-compagnes, à mon avis, oui, ça crée un biais, c'est-à-dire qu'on se dit, ces mecs-là, on les aime pas beaucoup, donc de toute façon, on va pas être capable d'aimer leur match. Moi, je suis pas particulièrement fan du jeu de Sinner, de Zverev, vraiment pas. Encore moins de son comportement en dehors du court. Par contre, Sinner, j'adore son jeu, mais ça, c'est très personnel. Et qui décrète ce qui est beau, ce qui n'est pas beau ? C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas toi. Donc, pour moi, je regarde un match de tennis. Et le match que j'ai vu hier, oui, il m'a énormément intéressé et même passionné par moments. Pour aller dans le sens de Laurent, Olivier, on fantasme un petit peu sur le jeu de service volé, ça nous manque, le service volé, etc. Mais il y a eu un joueur, là, récemment, qui pratiquait le service volé, c'est Maxime Cressy, l'Américain. Vous l'avez peut-être commenté, vous avez pris beaucoup de plaisir ? C'était un peu répétitif. Oui. C'était un peu tout le temps pareil. Et puis, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est un jeu un peu vintage, un peu suranné, qui n'avait plus tellement lieu d'être et qui ne pouvait pas vraiment gagner avec ça. Mais on s'intéresse. Enfin, c'était pas forcément plus intéressant, même pas plus intéressant que des joueurs de fond de cours. Tout le monde n'est pas Rafter. Voilà. Donc, mais même, oui, il y a des moments. Oui. C'est pareil. Quand il y avait service volé, Henri Lecomte nous faisait rêver. Il y a d'autres. Mais le jeu de Zverev ne fait pas rêver. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a aucun doute. Mais c'est pas la question pour moi qui était posée. Et à propos de Zverev, quand même, parce que c'est vrai que ça a été un gros combat de 3h46, il a été capable de presque pousser l'Italien dans ses retranchemants. 2 minutes de plus, il gagnait. Oui. Rendons-lui hommage. Parce qu'il n'a jamais gagné un match de plus de 3h48. Il aurait dû faire traîner un peu Sinner. L'Allemand qui est numéro 2 mondial depuis cette semaine, qui prend la place de numéro 2 à Carlos Alcaraz. Ouais. Il n'a jamais été aussi bon. Et on a l'impression qu'il a franchi un cap. Yannick Sinner lui a rendu hommage d'ailleurs lors du discours après sa victoire. En gros, entre les lignes, on le sentait, ça y est, convaincu que l'Allemand, maintenant, était capable de lui créer des problèmes. Bertrand en a parlé, mais pour moi, il est en train C'est un nouveau Zverev ? En tout cas, il y a une évolution et je crois qu'il est en train de devenir le joueur qu'on attendait qu'il soit depuis quasiment depuis 10 ans maintenant. Donc, franchement, si on repense à la finale perdue à Melbourne il y a 1 an et demi contre Yannick Sinner aussi, c'est quand même le jour et la nuit. Alors, le point commun, c'est qu'il perd les 2 matchs. Il a perdu 2 matchs en Grand Chelem cette année, un contre Alcaraz en Australie et la finale de Wimbledon. Donc, il lui manque encore quelque chose puisqu'il a perdu ces 2 matchs. Mais ces 2 matchs qui n'a pas été loin. Il y en a un, il est vraiment tout près de le gagner. Et l'autre, il a vraiment... il est resté sur 9 défaites de suite. Sinner, pour lui, c'est le pire match-up, à mon avis. Pire qu'Alcaraz, pire que Djokovic. Contre eux, il arrive quand même à s'exprimer un peu plus, en tout cas quand il est à son meilleur niveau. Sinner, c'est un cauchemar pour lui. Mais en tout cas, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il doit faire. Et la façon dont il gagne le premier, vraiment, c'est le Zverev que... Alors, il y a encore du déchet côté coup droit, mais il y a du déchet parce qu'il y a des intentions. Et j'ai trouvé qu'hier, il y avait il y avait une forme de conviction dans son jeu. Alors, ça suffit pas encore, mais vraiment, moi, je me dis que après Roland-Garros, paradoxalement, il était devenu un vainqueur en Grand Chelem, mais rien de ce qu'il avait montré ne me faisait dire « ouais, il va en gagner d'autres ». Là, paradoxalement, après cette défaite, je me dis qu'en tout cas, il va se remettre en position d'en gagner d'autres. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais ce Zverev-là, il aura la possibilité de gagner d'autres titres du Grand Chelem. Alors que j'étais d'accord avant avec Arnaud Clément, quand il disait, ce Zverev-là,
l'ancien, jamais il gagnera un grand chelem. Ce qui était vrai, à mon avis. Non, mais tu as parlé de conviction. Je pense que c'est un mot important. C'est quelque chose qui lui manquait avant. Je pense que c'est pour ça que Zverev a changé. Il a dit quelque chose de très important dans ce tournoi. Il a redit d'ailleurs après sa défaite là. Il a comparé avec Dominic Thiem, contre qui il a joué sa première finale de Grand Chelem. C'était leur première finale. Non, Thiem, c'était peut-être pas sa première finale, mais enfin, ils ont joué cette finale à l'US Open, où ça a été un match extrêmement nerveux, qui n'était pas de bonne qualité, parce que les deux étaient très nerveux. Thiem, mené de 7-0, a fini par retourner la situation, a gagné en 5. Et derrière, il avait atteint son objectif ultime, il n'a pas su s'en fixer d'autres, et finalement, il a perdu sa motivation, et après, il s'est blessé, mais il avait quand même, avant même de se blesser, il avait perdu sa motivation. Zverev a dit, moi, je ne ressens pas la même chose que Thiem. J'ai atteint aussi mon objectif de carrière, mais ça me donne encore plus faim pour continuer à gagner. Maintenant, j'ai envie de gagner, je sais que je peux, et j'ai envie de continuer à gagner. Et il a eu des actes après ces mots, c'est-à-dire que vraiment, c'est ce qu'on a vu sur son Wimbledon, l'envie de gagner, l'envie d'être le patron. Comme je l'ai dit, sur les 6 premiers matchs, il est patron, personne ne l'a embêté. Et en finale, il est capable effectivement d'embêter Sinner, contre qui il est sur 9 défaites d'affilée. Ce qui est terrible quand on commence un match, une finale de Grand Chelem, face à un joueur qui vous a autant battu et parfois humilié, parce qu'il y a eu des 6-1, 6-2 sur les rencontres récentes. Il n'a pas pris beaucoup de sets en plus. Il était sur 14 sets de suite perdus avant de gagner le premier hier. Donc oui, c'est clair qu'il y a une nouvelle conviction, c'est clair qu'il y a une nouvelle croyance, et il a redit que maintenant, il espère se hisser un peu plus près de Sinner et d'Alcaraz, de s'en rapprocher, jusqu'à peut-être pouvoir les battre et jusqu'à pouvoir gagner des grands titres. Moi, je trouve ça formidable qu'à 29 ans, il ait cette conviction nouvelle et cette ambition qui va être très intéressante pour le tennis masculin, parce qu'on tournait un peu avec 2 joueurs depuis un moment. Bon, Djokovic, on sent bien que Djokovic, ça cale un peu en demi ou en finale. Et bien là, il y a un nouveau joueur. On a appelé le 3e homme. Et là, c'est peut-être un 3e homme qui peut faire un Big 3, alors qu'il y a encore 2 mois, c'était totalement inenvisageable. Et la transition est toute trouvée. Vous évoquiez Novak Djokovic. Heureusement qu'il est là, quand même, l'ancien, la légende de 39 ans, pour mettre un petit peu de lumière dans des tableaux un peu tristounes, parce que c'était une édition un peu tristoune quand même. Il y a eu l'épopée Arthur Ferry, il y a eu Grigor Dimitrov, il y a eu quelques belles images avec Stan Wawrinka, mais voilà, c'était quand même pas un sommet, ça n'a pas quand même été un sommet. A gagné ce match, Shintaro Mochizuki qui était là en 8e de finale. Et on a l'impression quand même que c'était le moment ou jamais pour aller chercher ce 25e Grand Chelem, que les planètes étaient alignées. Alcaraz absent, Sinner qui est arrivé sans référence après sa désillusion à Roland-Garros. Il perd encore en demi-finale. Ce qu'il n'a pas laissé filer sa dernière occasion là, d'aller le chercher, ce 25e Grand Chelem, Novak Djokovic. Avec Novak Djokovic, on ne peut jamais dire que c'est la dernière occasion. Imaginons qu'Alcaraz n'est pas encore revenu, Sinner prend un gros coup de chaud à l'US Open, et il s'est fait comme contre Cerundolo à Roland-Garros. Djokovic a toutes ses chances de pouvoir gagner. Zverev peut gagner. Peut-être d'autres, j'allais dire Fritz, mais je me suis repris tout de suite. Mais peut-être qu'un Djokovic peut gagner la discussion. Donc il peut se passer des choses. Ouais, mais là, on a l'impression que c'est sur le gazon. Il n'est pas loin quand même. On a l'impression que c'est sur gazon. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit après sa défaite, j'ai fait cette saison, l'année dernière j'ai fait 4 demi-finales en Grand Chelem. Cette année j'ai fait une finale en Australie. Une demi ici, pour beaucoup de joueurs, pour 99% des joueurs, ce serait formidable. Pour moi, c'est pas assez. À 39 ans, il dit ça. C'est pas assez, et donc je vais continuer parce que j'en veux plus. Je trouve ça fabuleux. Ah oui, mais c'est fabuleux, mais c'est pas la question. Ce qui s'est passé... Oui, mais vous répondez pas à la question. Ce qui s'est passé là, nous empêche un peu de répondre à la question, c'est que contre Gilles Yassi, c'est-à-dire qu'il a quand même encore justement le mental et le tennis pour y arriver. Donc je vous dis que j'ai répondu à la question. La preuve, il a pris quand même. Je pense que s'il n'y a pas Sinner, Alcaraz, c'est qu'il peut arriver. Oui. Donc je dis qu'avec des si, il peut gagner un Grand Chelem. C'est déjà pas mal. Il y a des joueurs avec des si, Kukushkin ne gagnera pas de Grand Chelem, même s'il n'y a pas Alcaraz et Sinner. Et Mochizuki non plus, il ne gagnera pas de Grand Chelem. Je le déplore, mais il ne gagnera pas de Grand Chelem. Mais Djokovic est arrivé aussi fatigué sur cette demi-finale parce qu'il y a eu le match de 5 heures. Voilà, c'est là que je voulais en venir, moi. Et donc, il n'était pas vraiment physiquement dans le coup en demi-finale, et donc on n'a pas vu le meilleur Djokovic. Est-ce qu'il aurait pu gagner contre Sinner ? Je ne crois pas, mais on aurait pu avoir un match, je pense, un peu plus serré. Moi, je pense que son problème, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et il n'y a pas 50 000 joueurs qui peuvent le battre. Mais son problème aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas que Sinner ou Alcaraz qui peuvent lui poser problème et le battre. Son problème, c'est qu'aujourd'hui, il peut être en difficulté
plus ou moins, contre beaucoup plus de joueurs. On l'a vu avec Fonseca à Roland-Garros, il a fini par perdre. On l'a vu contre Auger-Aliassime à Wimbledon. Il s'en est sorti, mais il s'en sort au prix quand même d'une dépense d'énergie physique et nerveuse qu'il finit par payer quand il arrive en demi-finale contre un Yannick Sinner. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème pour lui. Après, je suis comme toi, je ne dirai jamais il ne gagnera plus de tournoi du Grand Chelem, d'abord parce qu'il est presque toujours en demi ou en finale. Donc, il est évidemment encore ultra compétitif. Mais moi, en plaisantant avant le tournoi, j'avais dit, bon, ça fait 10 fois qu'on nous dit que c'est la dernière chance de Djokovic, mais j'avais dit que c'était peut-être sa meilleure dernière chance. Et je pense vraiment parce c'est sûr. Parce que c'est Wimbledon. Et lui, en plus, il avait dit qu'à partir du moment où il a été blessé là au printemps, oui, il est allé à Roland-Garros, mais dès le mois d'avril, il pensait à Wimbledon. Il savait que c'était là qu'il pouvait avoir une chance. Mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Et oui, il peut trouver un tableau à la Zverev, peut-être. Sauf qu'il l'avait, le tableau à la Zverev, en fait, cette année à Roland-Garros. À Fonseca, quand même. Ah oui, mais tu me dis, faut savoir. Des bons joueurs. On dit, il y a que Sinner et Alcaraz. Si Alcaraz n'est pas là et que Sinner a un coup de chaud, comme il a eu à Roland, il peut gagner. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. À Roland, Alcaraz n'était pas là. Sinner a eu un coup de chaud. Fonseca sur gazon, j'ai aucune crainte. Oui, mais sur terre battue, c'est un peu différent. Il n'empêche qu'il n'y a pas que Sinner ou Alcaraz pour l'empêcher de gagner un Grand Chelem. On l'a vu à Roland-Garros. Ils s'y mettent à plusieurs. En fait, mais un tournoi du Grand Chelem, c'est 7 matchs. Djokovic d'avant, c'était 3 petits sets sur les 4 premiers matchs. Et voilà, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est pour moi son plus gros problème dans l'optique d'un tournoi sur 2 semaines et 7 matchs en 3-7 gagnants, c'est qu'il y a trop de joueurs aujourd'hui qui peuvent le battre. Alors, ils ne le battent pas toujours. Fonseca l'a battu, pas Auger-Aliassime. Mais ça l'use quand même, clairement. Il arrive en demi, là. Si tu n'es pas à 2000% aujourd'hui contre Sinner, il se passe ce qui s'est passé. Il prend 3-7 comme il a pris 3-7 l'année dernière. Et je pense que ça risque de se répéter. Et on a le sentiment qu'il n'y a que sur gazon, il n'y a que à Wimbledon finalement qui peut aller le chercher, ce 25e. La terre battue, ça semble maintenant je ne sais pas, à Melbourne, il n'était pas loin quand même. Hein. Il n'était pas loin. Il n'est pas loin quand même à Melbourne. Hein. C'est pas loin, oui et non. En tout cas, il n'a jamais été aussi près de gagner un Grand Chelem ces dernières années qu'à Melbourne. Il n'est pas tout proche de la victoire. Non, mais il n'est pas laminé non plus. Il a quand même mené un 7-0, il avait battu Sinner en demi. En tout cas, il a été plus près là à Melbourne qu'il ne l'a été à Wimbledon ces dernières années. Très bien, mais vous avez répondu à la question. Pour vous, c'est encore possible de voir Novak Djokovic remporter un 25e Grand Chelem. Parlons du grand absent, quand même, Carlos Alcaraz, qui manque au circuit. Il est absent depuis 3 mois. Maintenant, il vient d'annoncer, l'Espagnol, qu'il serait forfait pour le premier Masters 1000 sur dur au Canada. On ne sait encore pas du tout s'il sera présent à l'US Open. Et moi, je me demandais quand même, est-ce que vous ne trouvez pas un petit peu fade le tennis sans Carlos Alcaraz? Parce qu'on peut faire un bilan, puisqu'il rate une partie de la saison. Maintenant, ça fait 3 mois, il a raté 2 grands chelems. Est-ce que le tennis peut se passer encore longtemps de l'Espagnol, franchement? On ne va pas être d'accord là-dessus, je trouve ça. Non, mais... Pour moi, il manque beaucoup. Il manque énormément. Pourquoi? Parce qu'on avait une rivalité qui s'était mise en place. Alors, 2 joueurs qui dominaient totalement le circuit, et ça pouvait commencer à devenir ennuyeux pour certains, mais moi, je ne trouvais pas ça ennuyeux du tout. Je trouvais ça passionnant d'avoir ces 2 joueurs qui, en plus, se faisaient progresser l'un l'autre, comme ça a été le cas avec Federer, Nadal et Djokovic. Au-delà de ça, on avait un joueur qui est un entertainer, c'est-à-dire que c'est un joueur qui plaît énormément au public parce qu'il a un jeu attractif. Un jeu attractif, c'est quoi? C'est capable de tout faire. Il est bon des 2 côtés, il sert bien, il retourne bien, il a une main incroyable, il est capable de frapper les coups droits les plus puissants au monde et derrière de faire une amortie rétro, de venir au filet. Il est très bon sur toutes les surfaces, notamment sur gazon, justement, où il a battu 2 fois Djokovic en finale à Wimbledon. Donc, c'est un joueur qu'on a envie de voir jouer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs où on se dit, nous, commentateurs, par exemple, tiens, aujourd'hui, tu vas faire tel match, et je fais Alcaraz, je suis content parce qu'il va forcément se passer quelque chose, on va avoir du beau tennis. Quand j'ai fait Zverev, Lehečka, là, ils sont très bons joueurs, mais le match-up faisait que je me suis dit, oulala, ça va pas être passionnant. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas été. Et Zverev lui-même, à la fin de ce match, a dit, je vais jouer Fritz au prochain tour. Je m'excuse déjà auprès du public, mais c'est là que tu nous reparles de Kukushkin. Ça va pas être un match très passionnant contre Fritz. Et il avait raison. Et donc, Kukushkin, alors? Kukushkin est en fin de carrière et je vous prie de le respecter. Il est en train de galérer dans les challengers et des ITF. C'est pas facile. Donc, il est toujours présent. Il est un peu coach aussi maintenant.
Donc Alcaraz manque évidemment beaucoup au circuit. Regardez, Sinner et Alcaraz ont gagné à eux deux 9 grands chelems de suite. Zverev a mis fin à cette série. Sinner regagne là, donc il n'y a que Zverev qui a mis un terme là, sur les 11 derniers grands chelems à gagner hors de ces deux-là. Mais Alcaraz nous manque, parce que Sinner, il est un peu orphelin. Certes, il gagne, mais évidemment que c'est pas des titres au rabais, c'est jamais des titres au rabais. Si Alcaraz est blessé, c'est pour une raison. Il n'est pas là, c'est pour une raison. Sinner est plus en forme. Voilà. On n'a pas retiré les titres de Djoko et de Federer quand Nadal était blessé. Mais on a envie, bien sûr, on a envie de le voir à nouveau, cette rivalité. Parce qu'on a vu des matchs fabuleux, le quart à l'US Open 2022, la finale Roland-Garros 2025. Et même quand il n'affronte pas Sinner, disons qu'il égaye quand même une quinzaine. Je trouve qu'il égaye une quinzaine et que vous avez chacun d'un côté du tableau. Ben oui. Et donc, déjà, là, il y a une partie de tableau. Ce sera celle de Zverev. même s'il revient à l'US, ce sera peut-être pas le cas d'ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps. C'est vrai. Là, Djokovic était côté Sinner. Il y avait d'autres outsiders du côté Sinner. Medvedev aussi. On a Sinner, Djokovic et puis Alcaraz le lendemain. Donc c'est sûr que ça rend le tableau beaucoup plus attractif. La réponse est oui. Je trouve qu'il manque énormément au circuit et qu'il serait temps qu'il revienne. Mais j'espère qu'il reviendra surtout à son meilleur niveau. Et ça, pour ça qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Et si c'est pour être aussi fort qu'avant, qu'ils prennent tout le temps qu'il faut. Et c'est mieux comme ça. C'est un joueur unique. Donc, à partir du moment où il est unique, il manque beaucoup. Il n'y en a pas deux comme lui. Et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, évidemment. Je ne vais pas dire que Carlos Alcaraz ne me manque pas. Maintenant, j'aime encore plus le tennis que je n'aime Carlos Alcaraz. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que le tennis est plus fort que n'importe quel joueur. Les grands chelems sont plus grands. Depuis 40 ans, moi j'ai tout entendu. Qu'après Borg et McEnroe, le tennis était mort. Puis qu'après Sampras et Agassi, il n'y aurait plus jamais de star. Puis qu'après le Big Free, le Big Free, c'est encore pire. C'était pire. Le tennis n'avait pas existé avant le Big Free. Évidemment, il n'existera plus jamais après. Pour Olivier, c'est le 14 juillet 2019, le tennis s'est arrêté. Il est mort ce jour-là. Non, mais franchement, voilà, moi j'ai passé des... Pardon, mais quand je regarde le Djokovic Auger Aliassime, moi je suis comme un dingue devant ce match et je pense pas à Carlos Alcaraz, quoi. Donc il y a eu des matchs formidables pendant cette quinzaine et il y en aura dans les prochains grands chelems, même si Carlos Alcaraz n'est pas là. Mais ça veut pas dire qu'il ne me manque pas et j'espère qu'il va revenir. Par contre, je suis d'accord avec Bertrand. On en parlait à propos d'Arthur Fils l'année dernière. Il vaut mieux prendre 3 mois ou 6 mois de plus pour revenir, surtout qu'une blessure au poignet. Ah oui. Que de revenir et de se répéter au prochain tournoi. Ça n'aurait pas de sens. Il a 23 Il est tout jeune. C'est un bébé encore, 23 ans. Donc il est là, si tout va bien, pour peut-être 10 ans, peut-être 15, quand on voit ce que fait Djokovic aujourd'hui, donc compte tenu de la longévité des joueurs aujourd'hui sur le circuit. Donc il prenne son temps. Et s'il revient à l'US en étant compétitif, c'est génial. Et moi, j'ai un rêve, c'est qu'avec Djoko qui est encore là et Zverev tel qu'il est aujourd'hui, on puisse peut-être avoir un dernier carré avec ces 4-là, comme on l'a eu à Melbourne. Et on a vécu, le jour des demi-finales de l'Open d'Australie, une immense journée de tennis. Là, on n'était pas et j'espère qu'on pourra le revivre. Mais s'il n'est pas à 100%, je pense qu'on peut quand même vivre de très très grands moments de tennis pendant l'US Open. Voilà. Et je vais apporter de l'eau au moulin de mon ami et néanmoins collègue, ou l'inverse, Laurent. Wimbledon, vous n'êtes, et c'était un peu ennuyeux, est-ce qu'Alcaraz manque ? Je vais prendre l'exemple d'un match. Et vous allez me dire que je suis totalement... Je sens que tu vas nous parler de Mochizuki. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fiche. Il y a eu un match Rodal-Mochizuki, 3e tour. Vous faites ce match à Roland-Garros, c'est 3 fois 6-2 pour Rodal. Et encore, je suis gentil. C'est 3 fois 6-2 pour Rodal, sans aucun problème, il n'y a aucun problème. Le match sur gazon était exceptionnel. Il a tout fait à Rodal, qui ne savait plus du tout comment jouer au tennis, avec un gars en fait, qui relançait, qui montait tout de suite, qui faisait les montées à contre-temps, qui faisait les amortis, qui faisait les petites volées, etc. Et l'Espagnol, avec ses grosses frappes de fond de cours, paf, 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 il dit « je vais le dénier ». Lui, il mesure 1m70, il frappe à 2 à l'heure dans la balle. Eh ben non, il a pris 4 petits sets et à la fin, il était perdu sur le court. Et ça, c'est fabuleux. Ça veut dire que effectivement. Et quel rapport avec Alcaraz alors ? Il y a encore des surfaces. Le rapport avec Alcaraz, c'est de dire qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent nous apporter, nous donner du plaisir. Évidemment. Et parce qu'il y a des différences de surface, comme on le disait tout à l'heure. Un rapport de 2 joueurs, pas forcément les meilleurs du monde, parce qu'eux, ils sont bons sur toutes les surfaces. Mais ce match-up-là, Rodal-Mochizuki, sur terre battue, c'est 3 fois 6-2 pour l'Espagnol. Sur gazon, c'est 4-7 pour Mochizuki. Et voilà pourquoi le tennis reste plus important que les joueurs. Et c'est là que même si le grand public ne se passionnera pas, malheureusement, c'est un tort pour ce Rodal-Mochizuki. On s'en fiche du grand public, on n'est pas le grand public, on est retour gagnant. Vous croyez que le grand public regarde retour gagnant ? Non, nous on est là pour des fans de millions. Ils sont des millions. Tiens, et puisque... On va t'amener tes pigeons. Puisqu'on parlait de magicien, on s'inquiète quand même pour Carlos Alcaraz d'ailleurs ou pas ? Le fait qu'il diffère encore son retour, ça commence encore une fois, il faut qu'il il faut qu'il prenne son temps. La seule chose qui compte, c'est pas quand il va revenir,
Mais dans quel état il va Exactement. revenir? Il vaut mieux qu'il revienne en janvier 2027 à 100% que dans 15 jours à Montréal. Alors, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas, mais à Cincinnati ou où tu veux, avec le risque de se reblesser tout de suite. Enfin, voilà. La seule chose qui compte, c'est pas quand, c'est comment. Et ce sera en exclu sur Eurosport et sur HBO Max. Tiens, puisqu'on parlait de Mochizuki, Le grand public, il faut l'éduquer, Olivier. de magiciens, d'esthètes. Parlons pour ça qu'on est pour le parlons des format dames, de 3-7 ce gagnant. tableau de dames avec une esthète qui malheureusement n'a pas été capable d'aller au bout. Et pourtant, c'est sans doute la joueuse la plus complète du circuit. Le mouchoir, s'il vous plaît. C'est Carolina Murova. Il a versé une petite larme, c'est vrai. Je vais laisser Bertrand Après sa parler parce que défaite c'est lui qui en parle le mieux. Linda Noskova, totalement méconnue. Elle, pour le coup, on parlait grand public. Linda Noskova, 12e mondiale avant le début de la quinzaine. Personne ou Par presque le grand ne la public, par le méconnue. grand public, personne ou presque ne la connaissait. Elle sera 7e grâce à cette victoire inattendue. La Tchèque de 21 ans. Rendons quand même rapidement hommage à Linda Noskova. Ce sera sans doute pas son dernier titre quand on voit comment Elle a fait un superbe tournoi. elle a gagné ce tournoi et cette finale notamment. Alors, elle a fait un superbe tournoi, et notamment la finale, effectivement, parce qu'elle a notamment les qualités mentales. Au-delà du tennis, elle a été exceptionnelle pendant quasiment 2 sets. 6-2, 5-2. Ça se retourne, elle a 5 balles de match. Ce deuxième set, ça en fait une finale épique et presque historique, parce qu'elle se fait finalement débreaker, rejoindre, elle perd le set 7-5. Mais elle s'est Djokovisée sur ce match, Noskova. Mais oui, Sinner se Djokovise, mais Noskova se Djokovise aussi, là, sur cette finale, parce que il y a que elle, il n'y a que Djokovic qui était capable en finale. On a eu 5 balles de match en perdant le set. Regardez, 2014 contre Federer, 2-7-1, 5-2. Le match est fini. Eh non, Federer, il gagne 5 jeux de suite. 7-5 au 4e. C'est terminé. Eh ben non, Djokovic revient et il gagne 6-4 parce que mentalement, il est monstrueux. Bah là, Noskova est revenu. C'était totalement monstrueux. Le premier jeu du 3e set a été capital. Il y a eu une balle de break pour Murova qui aurait dû le réussir pour continuer à marcher sur son adversaire, etc. Donc Noskova a été monstrueuse et tennistiquement et mentalement. Mais le romantisme, Olivier, la poésie. Eh oui. Carolina Murova. Dimitrov Ferry. Eh oui. La poésie. Victor Hugo. On s'amuse, on est dans la beauté. Vous voyez, voilà, j'ai envie de faire du Omar da Fonseca après. C'est magnifique. Vous voyez, ce sont des vers, c'est de la litanie, c'est exceptionnel. Derrière, Lechka Zverev, paf, ping, du brutal. C'est Rammstein, là d'un coup. C'est brut. Il n'y en a plus envie. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire du tennis. On ne peut pas avoir Lechka Zverev, il y a des trous dans le terrain. Bon alors, Murova. Et Murova, c'est la poésie. Eh oui, c'est la poésie, Murova, c'est magnifique, c'est un jeu exceptionnel. Regardez le Murova-Krejcikova, vous me dites que sur Alcaraz, il n'y a rien. Regardez Murova-Krejcikova. Je vous prends encore l'exemple d'un match fabuleux sur Wimbledon. 2 joueuses avec un toucher de balle exceptionnel. On a vu des coups venus d'ailleurs. Il y a eu une espèce de passing en slice de revers, mais hallucinant, venu d'ailleurs, prenant quasiment la balle derrière elle et tout ça. Murova, c'est un tennis à l'ancienne, c'est vintage. Comme elle l'a dit, elle a toujours joué comme ça. Elle a été sous la houlette de Jana Novotná quand elle était jeune, qui est également une magnifique joueuse de tennis. Et elle a un jeu flamboyant, un jeu exceptionnel, un jeu romantique, mais qui ne gagne pas en Grand Chelem. Deuxième finale de Grand Chelem et deuxième échec, alors que c'est peut-être la plus belle main. Et donc la plus belle main, ça ne suffit pas. Et là où je voulais en venir, c'est a-t-on le souvenir de joueurs ou de joueuses comme ça, un talent de dingue, une main exceptionnelle, un jeu capable d'électriser les foules, mais sans titre du Grand Chelem. Alors, moi, c'est la grande malédiction du tennis. Je te donne la parole après, mais oui, on en a parlé un petit peu hier tous les deux. Pour moi, il y en a d'autres. Il y a Henri Lecomte, bien sûr, qui était un joueur flamboyant, exceptionnel, capable de battre n'importe qui. On l'a vu en Coupe Davis. Capable de battre Lendl à Wimbledon en le désossant en 3-7, par exemple, en 1985. Laurent est un grand fan d'Ivan Lendl. Capable de battre tous les meilleurs, mais il manquait toujours un petit quelque chose. Il y a la finale de Roland-Garros, il a un break d'avance dans le premier set, après il s'écroule. C'était un jeu romantique aussi, mais il manquait peut-être de la rigueur. Ce qui manque peut-être parfois à Murova, un tout petit peu. On peut citer chez les filles 11 Jabeur, qui est un peu dans ce même profil. Kyrgios, c'est un joueur fabuleux, incroyable, mais manque de rigueur, manque de travail. Alors, est-ce que quand on a beaucoup de talent de main, on travaille moins, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'exemples. Messire, moi que j'adorais, c'était un joueur très talentueux, certainement peut-être pas assez travailleur, et donc il a échoué contre Lendl 2 fois en finale de Grand Chelem, mais il n'a pas non plus été jusqu'au bout. Donc il y a parfois des joueurs ou des joueuses qui plaisent énormément au public, qui ont des jeux qui sont très intéressants, et Mochizuki, mais qui n'iront pas au bout en Grand Chelem. Manque un petit quelque chose. Parce que là, par contre, c'est pas vraiment romantique. Et alors, il y a quand même un contre-exemple. Un contre-exemple évident, il y en a même 2. Le premier, c'est Roger Federer, qui plaisait à tout le monde, au monde entier, et qui a 20 Grands Chelems. Néanmoins, moins fort que ses 2 rivaux,
peut-être moins romantiques, Nadal et Djokovic, mais plus pragmatiques et finalement plus tueurs, et qui ont su le battre plus souvent qu'ils l'ont été battus, et qui l'ont battu souvent dans les finales de Grand Chelem d'ailleurs. Djokovic, notamment 3 fois à Wimbledon. Donc il y a quand même un petit côté moins fort, malgré toute cette beauté de jeu que moins pragmatique que ses rivaux. Et puis il y a quand même le contre-exemple du contre-exemple, c'est peut-être Alcaraz, qui lui allie vraiment les deux. Alors il faudra voir par la suite, mais pour l'instant, il a montré qu'en ayant un jeu hyper attractif, en plaisant à tout le monde, il gagnait quand même quasiment tout le temps, et même contre Sinner dans les moments importants. Donc Alcaraz est peut-être le contre-exemple. Laurent, est-ce que vous avez souvenir comme ça de joueurs ou de joueuses que le public adorait, mais qui n'ont pas été capables d'aller chercher ce titre des Grands Chelems? Je pense que avant, on avait une rubrique avec Bertrand il y a quelques années qu'on appelait « On refait l'histoire ». Et on avait notamment fait un débat sur le joueur le plus marquant pour nous à ne jamais avoir gagné de tournoi du Grand Chelem. Et moi, j'avais choisi Henri Lecomte. Et dans ce papier, je l'avais comparé à une libellule. Pour moi, c'était une libellule, Henri Lecomte. C'est très beau, une libellule, mais c'est fragile. Et parfois, ça se fait écraser, une libellule. Et Henri, il finissait toujours par se faire écraser. Mais il n'y a pas de hasard pour moi. Je veux dire, il n'y a pas de si, comme disait Rafael Nadal, et il n'y a pas de hasard non plus. Je crois que les choses arrivent ou n'arrivent pas pour une raison. Si Henri Lecomte n'a jamais gagné de titre du Grand Chelem, c'est parce qu'il lui manquait quelque chose. Peut-être aussi parce que ses rêves étaient ailleurs. Et je crois que le fait qu'il ait gagné la Coupe Davis, par exemple, je sais qu'il n'échangerait pas un titre du Grand Chelem pour ce qu'il a vécu à Lyon, parce que son bonheur à lui, il était ailleurs, peut-être plus dans des aventures collectives. Et Mourova, je pense que si elle n'a pas gagné le tournoi du Grand Chelem, c'est aussi parce qu'il lui manque quelque chose. Mais c'est la preuve aussi qu'il ne faut pas confondre les palmarès et la mémoire. Et les palmarès, c'est une ligne dans un livre ou sur une coupe. Mais il y a des gens, des hommes, des femmes qui ont gagné des tournois du Grand Chelem, honnêtement, qu'on a oublié aujourd'hui. Alors qu'il y a des joueurs... Pas pour Thomas Johansson et Albert Costa. Alors qu'il y a des joueurs et des joueuses qui n'ont jamais gagné de grands tournois, de grands titres. Et pourtant, 20, 30, 40, 50 ans après, je peux vous dire que ceux qui les ont connus s'en souviennent et ne les oublieront jamais. Mourova, pour moi, elle rentre dans cette catégorie-là. Je ne sais pas si elle gagnera un tournoi du Grand Chelem un jour. Je lui souhaite, mais quand bien même ça n'arriverait pas, on se souviendra d'elle. Eh bien, voilà de belles paroles pour terminer ce dernier débat de retour gagnant. Avant de se quitter, je crois que vous vouliez rendre un hommage. Hein. Oui, je voulais avoir une pensée pour Laurent Trupiano, qui était un journaliste bien connu dans le milieu du tennis, un passionné, une figure, comme on dit, et qui était notamment le patron de We Love Tennis. Je pense que tous les fans de tennis en France connaissent ce site. Il avait fondé ce média, il l'avait développé, et Laurent nous a quittés brutalement la semaine dernière. Il est parti trop vite, trop jeune, et ça a été un choc parce qu'on l'avait vu pas plus tard que lors du dernier Roland-Garros. On avait passé des très bons moments, parce qu'on passait toujours des très bons moments avec lui. C'est quelqu'un de très drôle. J'ai souvenir d'un voyage de quelques jours à Londres et quelques années pour le Masters, assez mémorable, et je suis triste de me dire qu'il y aura plus ce genre de souvenirs avec lui. En tout cas, il n'y a pas de nouveau. Et voilà, donc je voulais avoir une pensée pour ses proches, pour sa famille et ses amis. Je m'associe à Laurent, parce que je le connaissais aussi, un peu moins bien que toi, mais je le connaissais quand même. Et je suis d'accord, c'est quelqu'un avec qui on j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. En fait, il était au même desk que nous en salle de presse à Roland-Garros. Et on s'amusait tout le temps, qu'il avait toujours le sourire, la banane, on pouvait vraiment rigoler. Je l'ai croisé encore à Roland-Garros cette année. Il allait bien et c'est vrai que c'est très très triste. Donc condoléances évidemment à sa famille, à ses proches. C'est quelqu'un qui manquera. Et cette émission lui est dédiée. Merci beaucoup, messieurs. Olivier. On va passer un bon moment. Le tennis, évidemment, se poursuit sur Eurosport et sur HBO Max. Vous n'oubliez pas, avec la terre battue. Et oui, parce que c'est le grand retour de la terre battue. Ça nous avait manqué. Et ce triptyque que vous attendez tous, Umag, Bastad, Gstaad en attendant, Estoril et Kitzbühel. Et ce sera sur Eurosport et sur HBO Max. Et bonnes vacances à tous. Salut.